Tu crois vraiment que la vie d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale se résumait à obéir aux ordres, à ramper dans la boue, à garder la tête baissée, et à espérer survivre jusqu'au lendemain matin? Détrompe-toi. De l'homme de troupe perdu dans les tranchées jusqu'au maréchal qui tenait le destin d'un empire entre ses mains, l'armée allemande était une machine d'une précision redoutable, une hiérarchie construite sur la prestige, la peur, et une soif de pouvoir sans limite. Aujourd'hui, on décortique chaque grade de la Wehrmacht, l'armée de terre allemande, et on t'explique comment un homme gravissait ou tentait de gravir cette échelle meurtrière. Si tu es curieux de savoir comment fonctionne une armée qui a failli changer le cours de l'histoire, reste jusqu'à la fin. Chaque grade a son histoire. Chaque histoire a son prix. Le soldat sans insigne, le soldat. C'est le point de départ. Le bas de l'échelle. Celui qu'on envoyait en premier dans la tempête. Le soldat, ou soldat en allemand, était le grade de base de toute la Wehrmacht, standardisé en 1935 lorsque l'Allemagne réintroduisit le service militaire obligatoire. Ces hommes ne portaient aucun insigne sur la manche, ce qui leur valut le surnom ironique d'Onabzeichen, littéralement « sans insigne ». Mais sur le front, les vétérans les appelaient autrement, Frontschwein, le cochon des tranchées. Pas flatteur, mais terriblement réel. Leur quotidien ? Manier le fusil, creuser des tranchées, porter des charges épuisantes sous la mitraille, sans jamais avoir le moindre rôle de commandement. 6 à 12 mois de service méritoire suffisaient pour espérer une promotion. À noter, tandis que les SS utilisaient le terme Schütz et la Luftwaffe celui de fligé, le mot soldat était propre à l'armée de terre. Une distinction qui avait son importance dans une armée aussi cloisonnée. Le premier galon, le Gefreité. Le Gefreité, soit le grade de soldat de première classe, était la première promotion possible au-dessus du simple soldat. Officialisé lors du réarmement de l'Allemagne en 1935, ce grade devint rapidement le plus répandu de toute la guerre. Pourquoi ? Parce que la machine de guerre allemande avait besoin d'hommes qui avaient survécu, qui avaient prouvé qu'ils savaient se battre. Le Gefreité portait un simple chevron pointant vers le bas sur la manche gauche supérieure. Après 6 mois de service discipliné, la promotion était quasiment automatique, aucune évaluation de leadership requise. Ces hommes restaient des fantassins ou des mitrailleurs de première ligne, mais on leur confiait aussi des rôles techniques comme conducteurs de véhicules ou opérateurs radio. Pas de commandement formel, mais une réputation établie, celle du survivant prouvé. L'équivalent SS de ce grade était le Sturman. L'expérimenté des tranchées, l'Obergefreité. Un cran au-dessus du Gefreité, l'Obergefreité, le caporal confirmé, n'était pas accordé automatiquement. Là, il fallait plus qu'attendre que le temps passe. Une recommandation directe d'un supérieur était obligatoire. Ce grade reconnaissait les soldats fiables ayant plus d'1 an de service actif à leur actif. 2 chevrons sur la manche marquaient cette distinction. Sans autorité de commandement formel, ces hommes étaient pourtant la colonne vertébrale invisible du groupe de combat, gestion de la logistique, opération d'armes lourdes, soutien technique. Dans les SS, l'équivalent était le Rotenführer. Dans l'armée régulière, l'Obergefreité signifiait une chose simple mais essentielle. Cet homme avait vu assez pour qu'on lui fasse confiance. Le vétéran confirmé, le Hauptgefreité. Introduit en 1940, à mesure que la guerre s'étendait et que les rangs s'épuisaient, le grade de Hauptgefreité venait reconnaître les soldats endurcis qui n'avaient pas encore rejoint le corps des sous-officiers. Situé entre l'Obergefreité et le Stabsgefreité, il portait un signe particulier, 2 chevrons accompagnés d'un point central, appelé pipe. La promotion exigeait un service prolongé en première ligne et une discipline sans faille. Sans être des chefs officiels, ces hommes jouaient un rôle crucial, mentors informels pour les nouvelles recrues, experts des mitrailleuses lourdes, piliers discrets mais indispensables du front. L'équivalent SS était l'intercharfuré en termes de position hiérarchique. Ce grade représentait le maître de son métier, celui qui n'avait plus rien à prouver à personne, sauf à lui-même.
Le dernier échelon, avant la hiérarchie, le Stabsgefreite. Le Stabsgefreite était le grade le plus élevé, avant d'accéder au corps des sous-officiers. Réservé aux véritables vétérans ayant plusieurs années de front à leur actif, il se distinguait par 2 chevrons et un pipe central identiques visuellement au grade précédent, mais d'une toute autre signification. La promotion ne reposait pas sur le potentiel de leadership, mais sur la fiabilité à long terme. Ces hommes servaient souvent comme assistants techniques seniors ou aides administratifs au sein des unités. Discrets, précis, irremplaçables. L'équivalent SS était le Sturman senior. Après des années dans la boue et le sang, le Stabsgefreite était celui que l'armée voulait garder, pas pour commander, mais pour tenir. Le premier VRAI chef, l'interofficier. Et voilà le changement de dimension. L'interofficier marquait l'entrée dans le corps des sous-officiers, une rupture nette avec le monde des simples soldats. Ce grade exigeait plusieurs années de service et une formation spécifique aux responsabilités de sous-officiers. L'insigne, un galon de tresse argenté sur le col et les épaulettes. Ces hommes commandaient des groupes de combat et supervisaient la discipline au quotidien. Ils étaient la colle invisible qui maintenait le front ensemble, le lien direct entre les ordres du haut et les hommes dans la tranchée. L'équivalent SS était l'intercharfuré. Sans l'interofficier, les plans des généraux n'auraient jamais quitté le papier. La colonne vertébrale du front, le Feldwebel. Le Feldwebel, le sergent expérimenté, était une institution à lui seul dans la tradition militaire allemande. Positionné au-dessus de l'interofficier, il agissait comme chef de groupe ou adjoint au commandant de peloton. Son insigne portait un galon argenté et un pipe distinctif. La promotion nécessitait un leadership démontré sur le terrain et un dossier de service irréprochable. Ces hommes exécutaient les ordres tactiques dans le feu de l'action, souvent sans pouvoir se permettre la moindre hésitation. Une seconde de doute coûtait des vies. L'équivalent SS était l'Oberscharführer. Si l'armée allemande était une machine, le Feldwebel en était le moteur. Le lieutenant des Sous-FFS, l'Oberfeldwebel. L'Oberfeldwebel, le sergent senior, était accordé aux sous-officiers vétérans qui géraient des unités et commandaient en combat. Leur insigne affichait 2 pipes. Souvent, ils servaient comme chefs adjoints de peloton ou assuraient la formation au niveau de la compagnie. Ces hommes portaient une responsabilité opérationnelle lourde, trop lourde pour n'importe quel soldat ordinaire. L'équivalent SS était l'Hauptscharführer. Entre le Feldwebel et l'officier, l'Oberfeldwebel était celui que les lieutenants consultaient avant de prendre leurs décisions. Le pilier institutionnel, le Stabsfeldwebel. Réservé aux vétérans ayant entre 10 et 12 ans d'un service exemplaire, le Stabsfeldwebel fut introduit en 1938. Son insigne arborait 3 pipes. Ces hommes servaient de conseillers seniors et de superviseurs logistiques, garantissant l'efficacité du front grâce à une expérience institutionnelle irremplaçable. Ils avaient vu des recrues devenir des soldats devenir des chefs, et des chefs devenir des statistiques. L'équivalent SS était le Sturmscharführer. Ce grade, c'était la mémoire vivante de l'armée. Le bras droit du commandant, l'Hauptfeldwebel. Attention, ce n'était pas un grade à proprement parler, mais une nomination critique. L'Hauptfeldwebel désignait le sous-officier le plus ancien d'une compagnie. Sur le terrain, on l'appelait familièrement le Spice ou le fer de lance. Reconnaissable à ses doubles galons tressés sur les poignets, il détenait une autorité absolue sur la discipline et l'administration de la compagnie. C'était le bras droit du commandant de compagnie, l'homme qui savait tout, gérait tout, et réglait tout. Sans lui, la compagnie ne fonctionnait pas. Le premier officier, le lieutenant. Et maintenant, on passe dans un autre monde. Le lieutenant était le grade d'officier commissionné le plus bas, typiquement attribué aux jeunes diplômés des académies militaires. Il portait un pipe argenté sur des épaulettes tressées. Un lieutenant commandait un peloton de 30 à 50 hommes,
portant le poids de la direction tactique et de l'exécution des missions. Le taux de perte dans ce grade était catastrophique parce qu'un bon lieutenant menait ses hommes depuis l'avant, pas depuis l'arrière. L'avant, là où les balles sifflent. L'officier aguerri, l'oberlieutenant. Avec 2 à 3 ans d'expérience de combat, le oberlieutenant portait 2 pipes argentées. Il servait comme commandant de peloton ou comme officier adjoint. La promotion reposait sur un leadership de combat prouvé, pas sur des diplômes, pas sur des relations, sur des résultats. Ces officiers jouaient un rôle pivot dans la coordination des unités lors d'opérations complexes, là où chaque décision prenait des secondes et où les erreurs coûtaient des centaines de vies. Le chef des compagnies, le Hauptmann. Le Hauptmann, le capitaine, était l'officier de compagnie responsable de 100 à 200 soldats. Son insigne portait 3 pipes argentées. Il avait la responsabilité totale de la préparation au combat, de l'entraînement et de la discipline de sa compagnie. Ce grade formait l'épine dorsale du commandement tactique de première ligne. L'équivalent SS était le Hauptsturmführer. Un Hauptmann, c'était plus qu'un chef, c'était un père de troupe, un stratège de terrain, et souvent, un condamné qui l'ignorait. L'officier DE, l'état-major terrain, le major. Premier grade d'officier supérieur, le major servait comme officier exécutif de bataillon ou commandant d'unité spécialisée. Son insigne intégrait une tresse argentée ornée d'un pipe doré. Ces hommes assuraient la jonction entre l'action de première ligne et la stratégie à plus grande échelle, gérant simultanément la logistique et les tactiques d'envergure. C'était l'équilibre entre la guerre vue d'en haut et la réalité vécue d'en bas. Le commandant DE bataillon, l'Oberstleutnant. Le Oberstleutnant, le lieutenant-colonel, commandait typiquement des bataillons pouvant atteindre 1000 soldats. Avec 2 pipes dorées, il jonglait entre le commandement tactique et la supervision administrative. Il était le lien critique entre les directives dues au commandement et les hommes dans la boue. Un poste ingrat, une pression constante et une responsabilité colossale. Le chef des régiments, l'Oberst. Le Oberst, le colonel, était le plus haut grade d'officier supérieur, commandant des régiments entiers. 3 pipes dorées ornaient ses épaulettes. La promotion à ce niveau exigeait une expérience extensive et une véritable capacité stratégique. Ces hommes supervisaient des opérations à grande échelle et coordonnaient directement avec l'état-major général. L'équivalent SS était le Standartenführer. L'élite des généraux, le général-major. Et voilà que l'on entre dans le monde des généraux. Le général-major était le premier grade de l'état-major général, commandant typiquement des divisions de 15 000 hommes. Son insigne était une épaulette en entrelacs d'or et d'argent portant une étoile argentée. Ces hommes planifiaient les opérations à grande échelle, ils déplaçaient les grandes pièces sur la carte de la guerre. Un faux mouvement à ce niveau, et des milliers de soldats mouraient pour rien. Le directeur des corps d'armée, le général-lieutenant. Le général-lieutenant commandait des corps d'armée entiers, avec 2 étoiles argentées sur ses épaulettes. Il dirigeait des opérations multidivisions et des campagnes stratégiques d'envergure. Cette autorité considérable pesait lourd dans la direction de l'effort de guerre globale. Chaque décision prise à ce niveau résonnait sur des centaines de kilomètres de front. Le commandant des fronts, le général der Infanterie. Le général der Infanterie ou général der Panzertruppe, selon l'arme, était un général 3 étoiles commandant des corps d'armée complets ou occupant des postes d'état-major de haut niveau. La promotion à ce rang exigeait des décennies d'excellence et une confiance politique absolue. Ces hommes façonnaient la stratégie à l'échelle des campagnes entières, sur des fronts qui s'étiraient à perte de vue. Le commandant d'armée, le général Oberst. Le général Oberst était le 2e grade le plus élevé, juste en dessous du maréchal. Ces hommes commandaient des armées de campagne entières, voire le commandement suprême lui-même. Leurs épaulettes lourdes de tresses d'or et d'argent portaient 3 pipes argentées.
Ils étaient souvent nommés personnellement par Hitler pour leur brillance stratégique ou leur servilité politique, selon les cas. À ce niveau, la guerre n'était plus une question de tranchées. C'était une question d'histoire. Le sommet absolu, le général Feldmarschall. Et au sommet de tout, le général Feldmarschall. Le maréchal de l'Empire. Le grade absolu de la Wehrmacht, accordé pour des victoires majeures ou pour le commandement de groupes d'armées entiers. Le maréchal portait le bâton symbolique, la Marschallstab, un signe d'une autorité quasi mythique. C'était un honneur personnel d'Hitler lui-même, conférant une autorité souveraine sur des centaines de milliers d'hommes. 26 hommes seulement ont atteint ce grade dans toute l'histoire de la Wehrmacht. 26 hommes pour décider du sort de millions d'autres. La fin d'un empire. Du simple soldat dans la tranchée jusqu'au maréchal dans la salle de guerre, le système de grade allemand était une construction d'une efficacité redoutable, pensée pour dominer, conçue pour écraser. Et pourtant, malgré toute cette hiérarchie, toute cette puissance organisée, toute cette machine de guerre millimétrée, il n'a pas pu empêcher l'effondrement de 1945. Parce qu'aucun grade, aucun insigne, aucun bâton de maréchal ne peut résister à l'histoire quand elle tourne le dos.